Dette colossale, disparition des services publics, inégalité, défiance des électeurs, l'État serait-il en train de faillir à sa tâche ? Est-il devenu contre-productif ? Doit-il être remplacé ? Et si oui, par quoi ? C'est un texte provoquant que nous propose Geoffrey Grandjean avec cet essai « La communalisation, en finir avec l'État ». Il est avec nous ce soir dans Libre Ensemble. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie ce soir d'accueillir le professeur Geoffrey Grandjean. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Grandjean. Vous êtes donc professeur de sciences politiques à l'Université de Liège et chercheur associé à l'école de droit de Sciences Po Paris. Alors ce soir, vous nous invitez à dérailler, en quelque sorte, par plusieurs mouvements, on va dire propositions que vous allez nous faire pour en finir peut-être avec cet État, envisager un autre système, mais lequel ? Vous considérez donc que l'État tel qu'il s'est imposé en Europe depuis plusieurs siècles n'est ni naturel, mais pas non plus indépassable. En tout cas, il n'est plus adapté aux défis contemporains. À quel moment, professeur, vous êtes-vous rendu compte et avez-vous commencé à penser qu'il était devenu un problème plutôt qu'une solution, cet État ? Alors, j'espère que je ne vais pas trop faire dérailler. On va essayer de prendre d'autres aiguillages. Oui, exactement. Parler dans le décor, tout à fait. Dans le décor. Mais à partir de quand, en fait, dans l'interaction que les communes ont avec l'État, je me suis rendu compte depuis quelques années déjà que l'État, notamment l'État belge, ou les régions et les communautés se déchargeaient d'une série de compétences sur les pouvoirs locaux sans nécessairement permettre aux communes financièrement d'y arriver. Et je me suis dit, tiens, dans l'interaction entre les différents niveaux de pouvoir, il semble y avoir quelques dysfonctionnement qui n'est pas de nature à répondre aux demandes des citoyens ou de combler totalement les services attendus de la part de pouvoirs publics. Et c'est en travaillant sur ça et en travaillant sur les pouvoirs locaux que je me suis rendu compte aussi que les communes avaient un rôle majeur dans la vie quotidienne des citoyens. Et puis, ce sont mes cours aussi d'histoire politique qui nous montrent qu'en fait, sur le temps long, les communes sont bien plus anciennes que l'État. L'État, finalement, se crée à la fin du Moyen-Âge ou s'institutionnalise définitivement à la fin du Moyen-Âge, alors que les communes, on est bien avant cela, en 1066 pour la charte de Huy. Et en fait, ce qui donne à voir, c'est que l'État s'est imposé sur les communes sur le temps long. Ouais. L'État a peut-être été plus lent, mais il a réussi dans son rapport de force face aux communes à s'imposer. Et vous dites aussi que cet État est un long processus finalement de différenciation du système social et du système politique, alors que la commune, elle, reste quand même dans un système social proche de ses citoyens en quelque sorte. En tout cas, il y a une proximité qui fait qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans les relations, l'expérience qui se noue entre les élus, les représentants politiques communaux et les citoyens à un niveau communal qui est beaucoup plus proche, je dirais, du citoyen que ce que l'État donne à voir, notamment parce que ce système politique qui s'est agrandi, en fait l'État ce n'est jamais qu'une longue résultante d'un système politique qui progressivement prend de plus en plus de territoire et donc s'agrandit, et donc se pose la question de la distance entre les citoyens et les représentants, puisque quand un système politique s'agrandit, certains auteurs nous disent on va vers un système de représentation qui est de plus en plus inégalitaire parce que la composition sociologique, notamment des assemblées, finit par ne plus ressembler à la composition sociologique d'une population. C'est vrai qu'il y a une défiance du citoyen, de l'électeur par rapport à l'État et qu'il a moins vis-à-vis des élus de sa commune, notamment, dont il est plus proche. Et on voit d'ailleurs qu'en termes de sentiment de confiance, les institutions et les personnalités ou les fonctions politiques qui suscitent le plus de confiance, ça reste encore les institutions locales, notamment au niveau belge et au niveau wallon. Alors vous allez un petit peu à contre-courant de ce qui se dit en ce moment, parce qu'on veut sauver nos démocraties et surtout sauver l'État-providence. Vous ne le jetez pas non plus, cet État-providence. Vous reconnaissez qu'il y a eu des avancées majeures grâce à lui. Oui, et je pense que c'est peut-être la parenthèse enchantée dans la longue vie de l'État, c'est-à-dire cette parenthèse que l'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'on est en train finalement de voir disparaître. Alors cet État-providence, c'est aussi peut-être la concrétisation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d'un long mouvement social qui a notamment permis aux corps intermédiaires, aux syndicats, à la concertation sociale, à la représentation collective, d'être institutionnalisés. Et je dirais que ça, c'est l'âge d'or de l'intégration de ces corps intermédiaires ou de cette concertation sociale, notamment en Belgique. Et puis, on voit comment, depuis la fin des 30 Glorieuses et depuis les années 80, et la mise en place d'un État néolibéral, c'est-à-dire un État qui fonctionne sur base de règles, de principes, qui est la mise en concurrence entre tout le monde, eh bien, on détricote ces corps intermédiaires. Et donc, on voit dans l'histoire du temps long, et c'est ce que je montre dans l'ouvrage, qu'il a fallu plus de 150 ans pour reconnaître
aux institutions collectives, aux mouvements sociaux, à la sécurité sociale, à la concertation sociale, de se mettre en place, d'être institutionnalisés, et qu'en fait on détricote très rapidement ce long processus de reconnaissance de ces institutions sociales. Donc ces corps intermédiaires, pour vous, ils ont encore toute leur importance évidemment, et ils pourraient être intégrés dans une communalisation justement. Tout à fait. Reprendre une vraie place. Oui, et c'est ce que je prône d'ailleurs, donner une place représentative à ces corps intermédiaires. Quels sont-ils ? Redéfinissez-nous un peu les corps intermédiaires pour ceux qui nous écoutent. Mais les corps intermédiaires, ce sont ces institutions, ces associations qui sont en quelque sorte le lien entre l'individu pris isolément et les structures politiques prises collectivement. Donc mutuelle, ça peut être la mutuelle, le syndicat, ça pourrait très bien être l'Église catholique, la franc-maçonnerie, toutes ces institutions qui existent et qui créent des collectifs à différents niveaux. Mais ça peut être aussi tout un tissu associatif à travers des associations qui sont bien connues, notamment des Belges. Et de ce point de vue-là, je vais un peu à contre-courant parce que je m'oppose par exemple à cette assemblée. Est à la mode l'idée qu'on pourrait faire du Sénat une assemblée de citoyens tirés au sort. Oui. Je pense que de ce point de vue-là, le niveau étatique n'est pas le bon niveau pour le tirage au sort. Je n'exclus pas le tirage au sort. Je l'envisage à un niveau local. Mais ça aurait peut-être plus de sens de faire de ce Sénat une vraie assemblée de corps intermédiaires, comme d'ailleurs ça existe en France. Parce que le Conseil économique, social et environnemental a été constitutionnalisé en France. Qui est vraiment une des 3 institutions majeures et qui a vraiment un pouvoir d'influence. Et qui permet d'aller chercher les préoccupations de toute une série de corps organisés de différentes tendances idéologiques pour enrichir aussi le débat parlementaire. Très bien. Vos propositions sur cette communalisation, elle se fait sur 3... on va dire 3 points, la pertinence des frontières, on va y revenir, le commun partageable et la dépersonnalisation de l'exercice du pouvoir. Effectivement, si on le rend comment est-ce qu'on vous dit, au down vers le up, en quelque sorte. Dans une perspective ascendante. J'aime bien utiliser des mots français, ça c'est mon côté vieille France. Oui, c'est bien. Parce que j'en ai marre qu'on utilise dans nos disciplines des mots anglais, alors qu'en fait la langue française décrit très bien la réalité sociale et politique. On est bien d'accord. On va organiser avec vous on pourrait même faire une petite parenthèse wallonne de temps en temps. Avec grand plaisir. Donc parlons de ces frontières. Vous les remettez en cause, vous les décrivez comme des constructions historiques plutôt violentes. Est-ce que c'est encore audible aujourd'hui dans un contexte de crispation migratoire et sécuritaire ou justement non ? Mais, ma proposition est inaudible. Elle n'arrive pas au bon moment, puisque en fait, on réactive les peurs liées aux migrations. Or, l'État s'est imposé à coup de violence politique sur l'humanité en définissant des frontières. Les grands traités européens, les traités de Westphalie, le Congrès de Vienne, dans une moindre mesure, c'est pas la même chose évidemment, le traité de Versailles, même si il y a quand même, on a redessiné la carte de l'Europe, on a fixé des frontières et ce sont des États qui se sont découpés la part du gâteau, tout comme d'ailleurs la colonisation a été, la technique mise en place par les Européens pour assumer clairement leur impérialisme. Les pères de l'Europe se partageaient l'Afrique tout à fait, exactement. La création de l'Union. Et on voit maintenant que les conflits internationaux en Ukraine, au Groenland, c'est exactement la même chose. Comment des États considèrent qu'en fait, et les représentants qui sont derrière, comment considèrent-ils qu'il faut s'approprier cette terre et là, de ce point de vue-là, on n'a pas changé depuis maintenant 500 ans, 600 ans d'histoire politique dans la division du territoire à coup de violence politique sur les êtres humains. Alors, que faire de ces frontières ? Moi, je prône la suppression des frontières. Alors, je dis toujours de manière très caricaturale, la frontière est une construction sociale et humaine. Les frontières n'existaient pas avant l'être humain. Je le rappelle que ce sont les êtres humains, et notamment les Romains, qui ont créé des frontières. Et l'être humain, il est tellement amusant, si je puis me permettre, entre guillemets, qu'il crée des problèmes à partir des problèmes qu'il a lui-même créés. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a mis en place des frontières, alors le problème suivant, c'est la migration et le déplacement des populations. Je rappelle que c'est l'être humain qui a créé les frontières. Il faudra peut-être qu'il se pose la question à un moment donné de la pertinence des frontières, si, en créant ces frontières, il crée lui-même des problèmes. Alors pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là ? Parce que la Belgique est un bel exemple qui montre qu'on a pu concevoir un système politique et un pouvoir politique qui n'exerce pas son pouvoir sur un territoire. Et c'est notamment le cas des communautés en Belgique. Puisque les communautés, notamment le cas à Bruxelles, où 2 communautés exercent, voire plusieurs avec les commissions communautaires, exercent leur pouvoir sur un même territoire, il a fallu déterritorialiser l'exercice du pouvoir en exerçant un pouvoir sur des institutions et des personnes. Autrement dit, les Belges ont été innovants. Alors évidemment, il y a le problème fiscal, ça on pourrait y revenir. Et puis l'Union européenne nous montre qu'à travers l'espace Schengen, on a pu construire un système politique en supprimant toutes les frontières intérieures, même si
la contrepartie, ça a été le renforcement des frontières extérieures. Donc il y a des exemples qui montrent qu'un pouvoir politique peut être exercé en dehors d'une vision territoriale. Et c'est ça aussi que je veux insuffler comme je dirais, point d'entrée, c'est remettons en question des évidences qui n'en sont pas du tout, en fait, et qui permettraient de penser autrement le système politique. Mais comme elles sont là depuis toujours, on a du mal à les remettre en question. Vous dites aussi d'ailleurs que l'Union européenne n'a jamais réellement dépassé cette logique des États, elle est condamnée presque à rester une addition d'intérêts nationaux, et elle ne fonctionne pas non plus. Donc il faudrait dépasser cette idée-là, mais elle n'y est jamais vraiment arrivée. Non, et je pense que c'est l'enjeu auquel va être confrontée l'Union européenne face aux événements qui se déroulent et aux phénomènes qui se déroulent, écologiques, environnementaux, sanitaires ou autres. C'est que pour le moment, qui a le pouvoir au niveau de l'Union européenne? Quoi qu'on en dise, ce sont les États. D'ailleurs, l'Union européenne n'a pas un territoire propre. L'Union européenne est définie par rapport au territoire de ces États. Et les États, à travers le Conseil de l'Union européenne et le Conseil des ministres, les États ont réussi à cadenasser en quelque sorte le processus décisionnel pour être à la manœuvre du début à la fin, même si je reconnais que la Commission a un pouvoir important et le Parlement aussi. Mais il n'empêche, ce sont les États qui, dans mon sens, dans le jeu institutionnel, sont les premiers à faire fonctionner ce système politique. Alors un point que vous soulevez aussi évidemment avec l'État, et que vous critiquez fortement, c'est cette centralisation du pouvoir. Pourtant, pendant la pandémie et encore un peu aujourd'hui, avec la montée des extrêmes, on voit que beaucoup de citoyens demandent davantage d'État, davantage de protection, de force, de chefs même très forts. Comment interprétez-vous ce paradoxe? Mais d'abord, ça ne veut pas dire que parce que l'État se désinvestit socio-économiquement, il est moins fort d'un point de vue sécuritaire et du point de vue de la figure de l'État gendarme. Et d'ailleurs, on le voit à certains égards, il y a des dépenses qui sont importantes pour assurer la sécurité. Il suffit de voir les choix qui sont faits actuellement par le gouvernement. On déplace des postes budgétaires vers notamment la défense et la sécurité. Donc ça ne veut pas dire que l'État est affaibli. Ça veut juste dire que l'État se renforce sous un angle d'État gendarme, État sécuritaire. Autrement dit, un État qui peut être violent à l'égard d'une population parce qu'il s'agit bien de maintenir l'ordre. Donc il y a cet aspect-là à ne pas oublier. Et il faut aussi évidemment qu'on se rende compte que si c'est violent pour une partie de la population, in fine, ça le devient évidemment pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un modèle, en fait, ça pose la question de la domination. Moi, tout ce qui m'intéresse là derrière, c'est de nous inviter à réfléchir aux modes de domination. Et moi, je veux juste que les citoyens se rendent compte de tous les modes de domination qui sont utilisés par l'État pour nous contraindre dans nos comportements quotidiens. Et ça, il faut juste en avoir conscience. Parce que l'État ne cesse de proclamer l'égalité. Ça aussi, c'est un mot que vous n'aimez pas. Cette égalité, ces inégalités, force est de constater qu'il n'arrive pas à balayer ces inégalités, surtout dans ces systèmes représentatifs, évidemment. Est-ce que nos démocraties, avec ces systèmes représentatifs, sont encore des démocraties ? Alors, moi, je vous dirais d'abord que le gouvernement représentatif n'a jamais été une démocratie. Je dois ça notamment à Bernard Manin, politologue qui avait publié un ouvrage sur le gouvernement représentatif. Il nous montre qu'à travers l'histoire, 2000 ans d'histoire, le gouvernement représentatif n'a jamais été démocratique parce qu'il y a toujours eu une élite qui a été au pouvoir. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un problème. Alors, ça nous invite à nous interroger sur quel mode de représentation mettre en place pour essayer de tendre vers une certaine égalité. Et là, je conçois que c'est compliqué, parce que je dirais la manière dont on a conçu les dispositifs institutionnels depuis le Moyen-Âge, ça a toujours été une manière inégalitaire. Avant, c'était les ordres. Les institutions étaient organisées à travers les fameux 3 ordres, ceux qui prient, qui travaillent et ceux qui combattent. C'était une vision inégalitaire de la représentation. Et puis le 19e siècle, avec les révolutions libérales, on a conçu les institutions à travers des institutions parlementaires, donc législatives, exécutives, judiciaires. Et donc on a conçu un système où il fallait protéger le citoyen contre l'État. Mais c'était l'État qui le protégeait, avec à sa clé de voûte le droit de propriété, ce qui explique pourquoi on a donné le droit de vote à certains, droit de vote censitaire, etc., donc inégalitaire. Et puis le système que l'on connaît avec l'Union européenne est aussi inégalitaire pour différentes raisons. Et donc en fait, je me pose la question, est-ce qu'on est capable d'envisager un mode de représentation plus égalitaire ? J'entrevois des pistes dans l'ouvrage, à travers notamment la collégialité et la rotation des charges, mais je ne suis même pas sûr qu'on y arrivera. Donc, rotation des charges, c'est effectivement, on n'est pas né, enfin en tout cas, ce n'est pas un professionnalisme de l'exercice de l'État, on va dire. Et on ne passe pas non plus à son enfant, en quelque sorte, comme certains hommes politiques le font avec leur fils. Donc, c'est effectivement, on a
un exercice du pouvoir en charge et puis on en change. Exactement, donc c'est comment les dispositifs institutionnels permettent de s'assurer qu'on ne reste pas, qu'on ne monopolise pas le pouvoir, mais qu'il est sans cesse partagé, puisque c'est bien cette idée du partage du pouvoir qui est au cœur de mon propos. Comment mettre en place des dispositifs qui garantissent ce partage du pouvoir dans le temps, mais aussi entre fonctions. Alors, quand je disais d'entrée de jeu que c'était un texte qui pouvait déranger, effectivement, puisque votre réflexion touche aussi à la propriété privée. Alors, évidemment, si on veut être égal à l'autre et qu'il y ait même plus d'équité, comme vous le dites, évidemment, vous présentez ça comme un pilier historique de l'État moderne, de la propriété privée. Que choisir d'autre? C'est-à-dire répartir entre chacun? Donc, la réflexion que j'ai là-bas, c'est de dire la souveraineté exercée par l'État, c'est exactement le pendant de la propriété, du droit de propriété que nous avons sur les biens. L'État et ses représentants, finalement, possèdent en quelque sorte leurs citoyens en les soumettant, et nous possédons les choses, et tout le système politique que nous connaissons actuellement, qui dérive du 19e siècle, est vraiment articulé sur cette philosophie de l'appropriation. Et c'est pour ça qu'au 19e siècle, comme je le disais juste avant, on envisageait de donner le droit de vote à ceux qui étaient propriétaires. Et ne pouvaient être élus que ceux qui étaient propriétaires. Donc il y avait une certaine logique qui s'explique évidemment au 19e siècle. On venait de l'ancien régime, il fallait se protéger, droit de propriété, contre les abus de l'État. Donc c'est cohérent. Sauf qu'en fait, au 21e siècle, ce modèle, à mon sens, pose question. Et donc, remettre en question l'exercice du pouvoir territorialisé, ce sera aussi remettre en question le droit de propriété et les services et la manière dont notamment les jeunes conçoivent l'appropriation des choses n'est plus du tout la même que nos générations à nous. Et c'est clair que de ce point de vue-là, la musique en streaming, l'usage qui est fait de toute une série de choses ne correspond plus au modèle propriétaire en quelque sorte. Alors moi, je pense qu'il faut mettre ce débat-là sur la table. Ça ne veut pas dire, et je ne suis pas en train de dire qu'il faut retirer la propriété. On peut très bien... Petit lopin de terre qu'on a durement acquis par épargne. Alors, on peut très bien être propriétaire durant sa vie. En plus, on a une brique dans le ventre, nous, en Belgique. Bien sûr. Mais moi, ce que je propose, c'est à un moment donné c'est la transmission de la propriété. Puisque la transmission de la propriété de génération en génération va entraîner des inégalités par l'accumulation de capital. On le sait déjà maintenant. Beaucoup de jeunes disent, mais je ne serai jamais riche. Ceux qui sont riches dans ma génération, c'est ceux qui héritent. Bien sûr. Et donc ça, il y a là un système très inégalitaire. Est-ce que c'est si dur à entendre que ça? Oui, c'est dur. Et ça nous en tout cas, pour ceux qui hériteront. Ben, évidemment, et pour ceux qui ont des enfants, parce qu'en fait, ça touche tout le monde. La question de la transmission touche tout le monde. Mais Piketty l'a bien montré, si on commençait à taxer ou à envisager une forme de collectivisation de la transmission, pas de la propriété privée, de la transmission, eh bien, ça permettrait de redistribuer de l'argent et de permettre à tous des jeunes d'être propriétaires dès le début de leur vie. Et donc, en fait, l'illusion de la propriété, c'est de faire croire qu'on va pouvoir tous être propriétaires, mais en fait, on ne le sera pas tous et on ne sera pas tous de manière égalitaire. Moi, j'adore ça parce que vous me dites que je peux tout dépenser là maintenant et ne plus mettre de côté pour mes enfants plus tard. Non, allez, bon, là, je m'égare. Troisième point aussi, vous insistez sur le monde commun. Et c'est vrai que pour toutes ces sociétés traversées par les fractures identitaires, sociales, culturelles, qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, on est en paroxysme, mais qu'est-ce qui peut faire encore commun aujourd'hui? On le sait, le commun, ça a été longtemps la religion, ou le mythe, le récit commun. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous pourrions avoir de commun? Est-ce qu'on a d'abord envie de vivre ensemble? C'est la première question qu'il faut se poser. L'être humain, je pense, sa caractéristique, c'est de vivre en société. Oui, il y a quand même un instinct grégaire, donc il est quand même en troupeau presque. Oui, mais vivre seul, pour l'être humain, s'il vit tout seul, il ne va pas aller très loin. Non. Donc en fait, la dimension communautaire de groupe est importante. Donc je crois qu'il faut se poser cette question. Et à partir du moment où on a envie de vivre ensemble, qu'est-ce qu'on met en place dans nos interactions pour vouloir créer ce monde où on vit ensemble? Et donc là, je prône cette idée du décentrage, c'est cette idée de se dire que essayons d'avoir un autre point de vue sur la réalité pour pouvoir se dire qu'est-ce que ça dit de moi, qu'est-ce que ça dit des autres, de regarder autrement celui avec qui j'entretiens des relations professionnelles, amicales, etc. et d'essayer de comprendre l'autre. Et ça, je pense que c'est l'exercice le plus compliqué, c'est d'être dans une posture où on va toujours essayer de comprendre l'autre et pas l'opposer, comme on le fait maintenant. La polarisation de la vie politique ne vise pas du tout à comprendre l'autre, elle vise à nous renvoyer mutuellement dos à dos, et puis à se dire, après ça, vous faites société. Mais comment faire société
société si on nous renvoie constamment en opposition les uns aux autres. Et donc, il est peut-être urgent de pratiquer ce décentrage en se disant que l'autre peut aussi détenir une partie, entre guillemets, de la vérité ou un point de vue qui, moi, me permet de mieux comprendre le monde. Et appelé à ça, j'ai l'impression que ça va être révolutionnaire au XXIe siècle. Je trouve que c'est interpellant. Oui, c'est dommage que ce soit révolutionnaire d'appeler à cela, alors que voilà, on a fait tellement d'avancées dans d'autres domaines. Mais moi, ça m'évoque quand même ce fameux nombre de Dunbar, ou Dunbar, je ne sais pas comment vous voyez, c'est soit la limite cognitive d'un groupe humain stable autour de 150 personnes, disait ce chercheur, et c'est Yuval Noah Harari dans Homo sapiens qui en parle. Il dit, voilà, en gros, on peut vivre de manière stable à 150 humains. Bon, c'est un petit village en quelque sorte. Mais vous n'avez pas peur que si on communalise comme ça l'exercice du pouvoir, il y ait immanquablement des frictions identitaires d'un groupe à l'autre, ou que les gens se réunissent par petits groupes d'identité? J'ai l'impression que l'échelle dans laquelle nous vivons tous, c'est l'échelle du quartier ou de la rue. Et ça, moi, ça reste quelque chose qui est prégnant dans mes analyses, c'est de se dire quel est finalement mon mode de vie. Et si on réfléchit, et des études montrent, on peut aller un peu plus loin, mais des études montrent que globalement, le Belge, il vit, il déménage et il travaille dans sa province. Et si moi, vous me demandez de faire l'exercice de me dire quel est mon territoire de vie, je dirais moyen, je vais vous dire que je ne vais pas très loin dans ma vie. Objectivement, je suis venu ici pour l'enregistrement, je suis sorti de mon petit quartier, mais globalement, sauf ceux qui travaillent évidemment, qui doivent aller à Bruxelles et qui habitent Liège ou Namur, mais globalement, on a un territoire qui est relativement limité. Et donc se pose la question aussi de la mise à disponibilité de services sur ces territoires relativement limités. C'est pour ça que la communalisation, elle vise à promouvoir ce concept de sphère d'expérience. Quelle est la taille idéale d'un système politique? C'est cette question-là que je pose indirectement, et moi je la traduis à travers ce concept de sphère d'expérience. Avec quelle taille, je ne connaissais pas ce chiffre de 150, mais quelle est la taille idéale pour nourrir et nouer ces relations de sphère d'expérience au quotidien? Alors oui, il pourrait y avoir concurrence, mais je n'en suis pas convaincu. Il faut créer des institutions qui permettent à amener le débat. Par contre, ce que j'ouvre comme perspective, c'est de dire que, et on le voit maintenant dans l'actualité, ça ne veut pas dire qu'il faut tout ramener au niveau communal. Je pense que dans le modèle que je propose de communalisation, c'est aussi d'avoir une interaction entre ce niveau communal et un niveau international. Et on le voit maintenant à travers notamment les labels UNESCO. Il y a toute une série de villes qui sont dans des relations parce qu'elles obtiennent des labels musicaux, Villa Pronante, One Health. Elles se structurent entre elles à un niveau international comme si, et c'est là que je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant, elles cherchaient à dépasser l'État. C'est-à-dire à utiliser des institutions internationales pour se faire entendre face à un État qui n'est pas capable, qui n'est plus capable ou qui ne veut plus à travers le représentant. Elle passerait outre Exactement. Et je pense que c'est cette articulation entre un niveau international et un niveau communal, et ça pose de belles questions. À l'heure des fusions des communes en Belgique francophone, des fusions de zones de police à Bruxelles et en Wallonie, entre autres, ou en Flandre, ça pose la question de quelle est l'entité communale idéale et quelle est l'interaction qu'elle pourrait avoir entre elles, ces entités, à un niveau international. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que la Belgique est propice à ce genre d'organisation, c'est vrai. D'ailleurs, Olivier Amand, qui est biologiste, mais qu'on entend aussi beaucoup en ce moment, qui a écrit votre postface pour mettre un petit peu en débat vos deux idées qui se rejoignent et puis qui s'écartent par moments. Il dit d'ailleurs, il salue le tissu associatif belge, sans doute plus qu'en France. On sait qu'il y a des déserts de santé, de soins de santé, de commerce, etc. dans pas mal de villages. C'est beaucoup plus étendu, donc il y a plus de déserts. Mais qu'ici, le tissu associatif, on est peut-être prêt en fait à tenter cette expérience en Belgique. Oui, et alors il y a certainement plusieurs raisons. Je pense que la tradition communale, notamment historique sur le temps long, permet de comprendre ce qu'il s'est passé en Belgique, avec aussi par ailleurs des villes comme dans le nord de la Belgique, des villes marchandes qui ont contribué à cette ligue hanséatique au Moyen-Âge. Donc il y a une tradition associative qui n'est pas que communale, mais une tradition associative très forte. Et figurez-vous que j'ai une chercheuse qui fait une thèse sur le vote extrême droite en Wallonie, ou l'absence de vote d'extrême droite, et dans les résultats qui sont originaux
et qui vont être publiées dans le cadre de sa thèse dans les prochains mois. Elle revient sur le tissu associatif qui s'est constitué, qui a constitué une mémoire historique en Wallonie. Qui fait un peu barrage. Oui, et en fait, indirectement, elle remet en question le cordon sanitaire. Elle dit ce n'est peut-être pas le cordon sanitaire qui a permis à l'extrême droite de ne pas être ancrée en Wallonie, c'est peut-être parce qu'il y avait une tradition de la mémoire historique associative et une culture civique qui fait qu'à un moment donné, il y a eu un terrain où l'extrême droite ne s'est pas développée en région wallonne. Donc oui, le tissu associatif est très présent de ce point de vue-là. Enfin, il nous reste quelques minutes, professeur Grandjean. Si vous deviez citer une réforme concrète, là aujourd'hui immédiatement applicable en Belgique ou en Europe, qui irait dans le sens de votre communalisation, ce serait quoi ? Le piège. C'est pas un piège, mais c'est inaudible, c'est de travailler à la question de la propriété privée et donc de se dire qu'est-ce qu'on met en place comme dispositif pour répartir les richesses, de meilleure répartition. Moi, ce qui m'inquiète, et surtout par rapport à la manière dont les inégalités se creusent. Piketty l'a bien montré, après la Seconde Guerre mondiale, les inégalités se recreusent parce que le capital est en train de se reconstituer, sauf que l'avantage de l'analyse de Piketty, c'est de montrer qu'on n'est plus sur du capital de type matériel, maison, château ou autre, mais du capital immatériel, c'est-à-dire de l'argent sur des comptes. Et donc ça nous invite à réfléchir à cette taxation, tout simplement, des opérations boursières, financières, transmission de capital, qui entre nous n'est pas quelque chose qui va être très dur à faire, c'est juste que ça va porter atteinte aux intérêts de certains, mais moi je n'ai pas de problème à dire que j'espère bien qu'on va partager le plus possible, et je voudrais que ceux qui ne veulent pas partager le disent clairement, et qu'ils disent entre nous non, moi je suis égoïste, je veux garder pour moi, mais qu'ils l'affirment, au moins on serait très clair, que de faire croire que ça n'est pas bon pour la société, etc. Une taxation sur les plus-values financières ou une taxation sur les comptes titres et les intérêts de ces comptes titres, je ne suis pas sûr qu'on va appauvrir les plus riches. Mais on voit effectivement que ce ne sera pas une idée facile. Quand on voit ce qui se passe en France avec la taxe Zuckman, on comprend que voilà, il y a du chemin, mais l'idée est en train de germer, on dirait, ou en tout cas, elle fait son petit bonhomme de chemin. Merci beaucoup, Geoffrey Grandjean. Je le rappelle, la communalisation, en finir avec l'État, c'est aux éditions Territoire de la Mémoire. Un petit mot de la fin pour faire vivre ce livre, se le procurer déjà, et puis peut-être réfléchir ensemble. Oui, et surtout continuer à rêver, parce que moi je trouve que le plus important, et c'est ce que je dis notamment à mes étudiants, c'est que je leur pose souvent la question: quel est votre rêve professionnel ? Et à travers ce genre de livre, c'est aussi l'idée de se dire, mais tiens, quel serait mon système politique idéal que je pourrais proposer, et pas que moi, les citoyens, et de se mettre dans les conditions où on peut encore rêver, parce que je crois qu'on veut aussi nous retirer cette possibilité de rêver, et moi je veux que nos jeunes, notamment, puissent continuer à rêver d'un avenir meilleur. Et ne pas en amassant des choses, virtuelles ou concrètes, en tout cas, refuser tout cela. Merci beaucoup, Geoffrey Grandjean. Avec grand plaisir. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Merci à tous ceux qui ont choisi de nous écouter, d'avoir été là avec nous ce soir. Au revoir.